Le 11 mars 2024, lors d'un meeting politique tenu à Dayton, dans l'Ohio, Donald Trump a prononcé une phrase qui allait immédiatement faire le tour des chaînes d'information et des réseaux sociaux. Je pense que le rêve de Poutine était de s'emparer de toute l'Ukraine, mais, à cause de moi, il ne va pas le faire. Cette déclaration, prononcée sur le ton d'une évidence, visait à renforcer une image que Trump cherche régulièrement à construire. Celle d'un leader fort, capable d'imposer le respect à ses homologues internationaux, y compris les plus redoutés comme Vladimir Poutine. Ce meeting s'inscrivait dans un contexte tendu, à quelques mois des élections présidentielles américaines. Trump, en quête d'un second mandat, avait pour objectif de consolider sa base électorale tout en affirmant son autorité sur les grands dossiers internationaux. L'Ukraine, toujours au cœur d'un conflit dévastateur avec la Russie, restait un sujet brûlant dans les débats politiques américains. Trump n'a cessé de rappeler, durant ses interventions publiques, qu'aucune guerre de cette ampleur n'avait éclaté durant sa présidence. En affirmant que Poutine n'aurait pas osé envahir l'Ukraine s'il était resté à la Maison-Blanche, il s'attribue un rôle de rempart contre l'agression russe. Cette déclaration s'inscrit pleinement dans le style rhétorique caractéristique de Donald Trump. Fidèle à ses habitudes, il manie les formules chocs, les affirmations péremptoires et les déclarations spectaculaires sans toujours les appuyer sur des faits vérifiables. L'idée selon laquelle « grâce à moi, il ne va pas le faire » est à la fois provocatrice et floue. Elle ne précise ni les actions concrètes qu'il aurait entreprises pour dissuader Poutine, ni en quoi son influence aurait pu être déterminante. Toutefois, le propos fonctionne parfaitement dans une logique de communication politique. Il trace une ligne claire entre ce que Trump présente comme son efficacité passée et l'échec supposé de son successeur, Joe Biden. Ce type de déclaration s'inscrit dans une stratégie médiatique bien rodée. Trump sait que les phrases fortes, facilement reprises hors contexte, génèrent un impact immédiat. La couverture médiatique n'a pas tardé. En quelques heures, les grands réseaux américains comme CNN, Fox News, MSNBC, ou encore les chaînes européennes comme LCI ou la BBC s'en sont emparés. Sur les plateformes sociales, la citation a été déclinée en mèmes, extraits vidéo et commentaires viraux, amplifiant sa portée. La phrase touche aussi un point sensible de la géopolitique actuelle. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les hypothèses sur les intentions réelles de Vladimir Poutine n'ont cessé d'alimenter les débats. Qu'il s'agisse d'une volonté de restaurer l'influence de l'ex-URSS ou de rétablir une zone tampon stratégique, l'idée que Poutine nourrissait des ambitions sur l'ensemble du territoire ukrainien n'est pas nouvelle. Mais Trump, en affirmant qu'il en aurait empêché la réalisation par sa seule présence au pouvoir, déplace le débat du terrain militaire vers celui de la personnalité politique. En définitive, cette déclaration cristallise plusieurs éléments clés du discours trumpien. Une mise en valeur de son autorité personnelle, une opposition tranchée avec l'administration actuelle et une capacité à s'imposer dans le récit médiatique mondial. C'est précisément pour cela que la phrase « Poutine rêvait d'envahir toute l'Ukraine » a suscité un tel écho. Elle incarne la collision entre la communication politique américaine, la guerre en Ukraine et le culte de la personnalité qui entoure Donald Trump, retour sur l'historique des relations Russie-Ukraine. La déclaration de Donald Trump selon laquelle Vladimir Poutine rêvait d'envahir toute l'Ukraine prend tout son sens à la lumière des relations complexes, tendues et souvent conflictuelles entre Moscou et Kiev depuis la fin de l'Union soviétique. Si les tensions ont connu des hauts et des bas, un tournant majeur s'est produit en 2014 avec l'annexion de la Crimée, révélatrice des ambitions russes sur les territoires ukrainiens. L'année 2014 marque une rupture décisive dans les relations entre les deux pays. En février, à la suite de la révolution de Maïdan qui renverse le président pro-russe Viktor Yanukovych, la Russie réagit rapidement
en occupant militairement la Crimée, une région stratégique à majorité russophone. Cette opération éclair, suivie d'un référendum non reconnu par la communauté internationale, se solde par l'annexion formelle de la péninsule par Moscou. Ce geste unilatéral, en violation du droit international, déclenche une crise diplomatique majeure et ouvre une nouvelle ère de confrontation entre la Russie et l'Occident. Dans la foulée, des combats éclatent dans l'est de l'Ukraine, principalement dans les régions de Donetsk et Luhansk, où des groupes séparatistes pro-russes prennent les armes avec, selon de nombreuses preuves, le soutien logistique, militaire et politique de Moscou. La Russie nie officiellement toute implication directe, mais des soldats russes sans insigne et un approvisionnement en armes lourdes laissent peu de doute quant à son rôle central dans le déclenchement et l'entretien du conflit. Cette guerre dite hybride fait des milliers de morts et entraîne le déplacement de millions de civils. Pour tenter de résoudre le conflit, les accords de Minsk sont signés en 2014 et 2015. Ces textes, négociés sous l'égide de l'Allemagne et de la France, visent à établir un cessez-le-feu et une feuille de route vers une paix durable. Mais en dépit des engagements pris, les violations du cessez-le-feu sont constantes, et les conditions politiques exigées par les séparatistes, appuyés par Moscou, bloquent toute avancée réelle. Les accords de Minsk, devenus une coquille vide pour beaucoup d'observateurs, n'ont pas permis de régler les différends fondamentaux, notamment sur le statut du Donbass et le contrôle des frontières. À travers ces événements, de nombreux analystes ont interprété les actions de Vladimir Poutine comme les signes d'un projet impérial plus vaste. L'idéologie du « monde russe », Russki Mir, promue par le Kremlin, insiste sur l'unité culturelle, linguistique et historique des peuples russes, biélorusses et ukrainiens. Poutine a lui-même affirmé, dans un long essai publié en 2021, que Russes et Ukrainiens formaient un seul peuple. Cette vision, largement rejetée par les Ukrainiens, alimente toutefois l'idée d'une légitimité historique à reconquérir certains territoires, notamment au sud et à l'est de l'Ukraine. Une région que certains idéologues russes appellent Novorossiya ou Nouvelle-Russie, en référence à l'expansion tsariste du XVIIIe siècle. Ainsi, loin d'être une simple réaction aux événements récents, la politique de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine s'inscrit dans une stratégie de long terme. Elle combine l'utilisation de la force, la propagande historique et l'exploitation des divisions internes à l'Ukraine. L'invasion massive, lancée en février 2022, semble confirmer ses ambitions territoriales. Les premières semaines de guerre ont montré que Moscou visait bien plus qu'un simple contrôle du Donbass. Dans ce contexte, la phrase de Trump renvoie directement à ce que de nombreux spécialistes décrivent depuis des années. Un projet expansionniste nourri par la nostalgie de l'Empire soviétique et la volonté de restaurer la puissance russe sur la scène internationale. Si Trump présente cela comme un rêve contrarié grâce à lui, les racines profondes du conflit montrent que l'ambition russe ne date pas de son mandat. Elle s'inscrit dans une histoire bien plus longue et complexe. Le mandat de Trump et sa relation avec Poutine. L'un des aspects les plus controversés du mandat de Donald Trump, 2017-2021, a été sa relation avec Vladimir Poutine et, plus largement, la politique américaine vis-à-vis de la Russie. Si Trump affirme aujourd'hui que Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine s'il était resté au pouvoir, cette déclaration soulève de nombreuses interrogations. À la fois accusé de complaisance envers le Kremlin et, paradoxalement, auteur de certaines sanctions sévères contre la Russie, le bilan de Trump en matière de relations russo-américaines est à la fois complexe et ambigu. Sur le plan officiel, l'administration Trump a maintenu une ligne dure sur certains dossiers. Dès 2017, sous la pression du Congrès, des sanctions économiques importantes sont imposées à la Russie en réponse à l'annexion de la Crimée, à l'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016
et à d'autres activités déstabilisatrices. Plusieurs entreprises russes, oligarques et responsables politiques proches du Kremlin sont visés. En 2018, l'administration Trump expulse également 60 diplomates russes après l'empoisonnement de l'ex-agent russe Skripal au Royaume-Uni. Ces mesures s'inscrivent dans la continuité des efforts américains pour contenir les ambitions géopolitiques de Moscou et montrent que l'appareil d'État, notamment le département d'État et le Congrès, n'a pas relâché la pression sur la Russie. Cependant, ces décisions contrastent souvent avec le ton employé par Donald Trump lui-même. Tout au long de sa présidence, Trump a multiplié les signes d'admiration personnelle pour Vladimir Poutine, qualifié à plusieurs reprises de « leader fort ». Lors du sommet d'Helsinki en 2018, Trump va jusqu'à remettre en question les conclusions de ses propres agences de renseignement sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, préférant croire les dénégations de Poutine. Cette scène, très commentée à l'époque, est interprétée par beaucoup comme un moment de faiblesse diplomatique, voire de soumission. Ces contradictions nourrissent les soupçons d'une proximité excessive entre les deux hommes. L'enquête du procureur spécial Robert Mueller, chargé de déterminer s'il y a eu collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie en 2016, conclut qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour accuser une coordination criminelle, mais souligne de nombreux contacts suspects et des tentatives d'entrave à la justice. Sur le plan politique, ces révélations renforcent l'image d'un président prêt à tolérer, voire à exploiter, les ingérences russes tant qu'elles servent ses intérêts. La question centrale reste: Trump a-t-il vraiment dissuadé Poutine d'envahir l'Ukraine? Plusieurs éléments rendent cette affirmation discutable. D'une part, le conflit russo-ukrainien était déjà gelé à un niveau militaire élevé durant son mandat. Et rien ne prouve que Moscou avait à ce moment-là les moyens logistiques, diplomatiques ou économiques d'engager une invasion totale. D'autre part, les relations tendues entre Trump et ses alliés de l'OTAN ont pu laisser penser à Moscou que l'alliance transatlantique était affaiblie, ce qui aurait plutôt encouragé une stratégie plus agressive à moyen terme. Le manque de coordination entre les États-Unis et leurs partenaires européens sous Trump, combiné à un désengagement relatif de la scène diplomatique multilatérale, a potentiellement ouvert une brèche dans la crédibilité occidentale. La comparaison avec l'administration Biden est instructive. À son arrivée au pouvoir en 2021, Joe Biden adopte un ton beaucoup plus ferme vis-à-vis de Moscou. Il qualifie Poutine de « tueur », réaffirme l'attachement des États-Unis à l'OTAN et renforce la coopération militaire avec l'Ukraine. Lorsque la Russie amasse des troupes à la frontière ukrainienne fin 2021, l'administration Biden alerte ses alliés et prépare une réponse coordonnée. Après l'invasion du 24 février 2022, Biden mène un effort international massif et pour sanctionner Moscou, livrer des armes à l'Ukraine et isoler la Russie sur le plan diplomatique. Toutefois, cette fermeté n'a pas empêché la guerre d'éclater. Les partisans de Trump s'en servent comme argument. Selon eux, seule la personnalité de Trump aurait suffi à impressionner Poutine. Mais cette hypothèse repose davantage sur une logique de storytelling politique que sur une analyse factuelle. Aucune preuve tangible ne montre que Poutine aurait préparé une invasion totale pendant le mandat de Trump et s'en serait abstenu uniquement par crainte. Si Trump a effectivement approuvé des sanctions contre la Russie et maintenu une pression indirecte, ses ambiguïtés personnelles et ses sorties publiques en faveur de Poutine ont contribué à entretenir une image trouble. L'argument selon lequel il aurait dissuadé Poutine d'envahir toute l'Ukraine reste une affirmation politique sans fondement avéré, davantage destinée à consolider son image de négociateur fort qu'à refléter une réalité diplomatique objective. La guerre en Ukraine. Ce qui s'est réellement passé. Le 24 février 2022, à l'aube, Vladimir Poutine
annonçait le lancement d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Très vite, il est apparu que cette intervention n'avait rien d'un simple soutien aux séparatistes du Donbass, comme Moscou avait tenté de le présenter. Il s'agissait d'une invasion à grande échelle, impliquant des forces terrestres, aériennes et navales, entrant simultanément depuis la Russie, la Crimée annexée et la Biélorussie. Le monde entrait dans une nouvelle phase de confrontation géopolitique majeure, rappelant les heures sombres de la guerre froide. Dès les premiers jours, plusieurs axes de progression russes sont identifiés. Au nord, vers Kiev, à l'est, vers Kharkiv et le Donbass, et au sud, vers Kherson et Marioupol. L'ampleur de l'offensive laissait peu de doute quant aux objectifs initiaux du Kremlin. Renverser le gouvernement ukrainien dirigé par Volodymyr Zelensky, prendre le contrôle de la capitale et, probablement, installer un régime favorable à Moscou. Des forces spéciales russes sont même parachutées à proximité de Kiev, tentant des assauts rapides sur des aéroports et des infrastructures stratégiques dans l'espoir d'un effondrement rapide du pouvoir ukrainien. Mais ce scénario d'une guerre éclair échoue rapidement. À la surprise de nombreux analystes, la résistance ukrainienne est immédiate, organisée et farouche. Le président Zelensky, loin de fuir, devient l'incarnation de la résilience nationale. Sa célèbre réponse « Je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions », donnée à une offre d'exfiltration américaine, galvanise l'opinion publique. Les forces armées ukrainiennes, largement modernisées depuis 2014, réussissent à contenir les premières attaques, notamment autour de Kiev. Face à cette résistance inattendue, la Russie est contrainte de revoir ses plans. Dès mars 2022, l'armée russe commence à se replier du nord du pays. L'objectif de renversement du pouvoir central ukrainien semble abandonné au profit d'une stratégie de contrôle territorial à l'est et au sud. Marioupol, après un siège dévastateur, tombe en mai. Kherson est prise, puis reperdue fin 2022. Le Donbass devient le théâtre de combats d'artillerie intense, marqué par de lourdes pertes des deux côtés. Le rôle de l'Occident est déterminant dans le maintien de la résistance ukrainienne. Les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et d'autres alliés apportent une aide militaire massive. Armement, systèmes de défense anti-aérienne, renseignement, formation. À cela s'ajoute une série de sanctions économiques inédites contre la Russie, visant ses banques, ses entreprises stratégiques, son accès aux technologies occidentales et son élite économique. Si ces mesures n'ont pas mis fin à la guerre, elles ont affaibli la capacité industrielle russe et renforcé la détermination ukrainienne à ne pas céder. La guerre devient progressivement un conflit d'usure. En 2023, l'Ukraine lance une contre-offensive ambitieuse, notamment dans la région de Zaporijjia et autour de Bakhmout, mais les gains territoriaux sont limités. La Russie, de son côté, mobilise de nouvelles troupes, fortifie ses lignes de défense et poursuit ses frappes sur les infrastructures civiles. Les deux camps semblent épuisés, sans perspective immédiate de victoire décisive, mais sans volonté claire de négociation non plus. Quant aux ambitions territoriales actuelles de la Russie, elles restent floues, mais elles excèdent manifestement le simple Donbass. Moscou a officiellement annexé, en septembre 2022, 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Louhansk, Zaporijjia, Kherson, sans en contrôler totalement le territoire. Cette annexion illégale non reconnue internationalement démontre que la guerre vise toujours, au minimum, à maintenir une zone d'influence sous domination russe dans le sud et l'est de l'Ukraine. Des déclarations officielles, des manuels scolaires réécrits en Russie et la propagande du régime laissent entendre qu'un objectif plus vaste subsiste en arrière-plan. Affaiblir durablement l'Ukraine comme État souverain et la couper de ses ambitions européennes.
Ainsi, contrairement aux affirmations simplificatrices, l'invasion de 2022 ne peut être réduite à un coup de force temporaire ou à une opération punitive. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de recomposition géopolitique menée par le Kremlin, fondée sur une lecture révisionniste de l'histoire, le rejet de l'influence occidentale et la volonté de restaurer une sphère d'influence post-soviétique. Et si l'Ukraine résiste encore aujourd'hui, c'est grâce à une combinaison de mobilisation intérieure exceptionnelle et de soutien extérieur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre continue, incertaine dans son issue, mais décisive pour l'avenir de l'ordre international. Analyse géopolitique. Rêve ou stratégie réelle? L'affirmation de Donald Trump selon laquelle Poutine rêvait d'envahir toute l'Ukraine soulève une question cruciale. S'agissait-il d'un fantasme idéologique isolé ou d'un véritable projet stratégique préparé et calculé depuis des années? Si cette déclaration a été largement relayée dans les médias, c'est aussi parce qu'elle rejoint une inquiétude partagée depuis longtemps par les experts en géopolitique et les services de renseignement occidentaux, celle d'un expansionnisme russe revanchard, nourri par une lecture post-impériale de l'histoire. Plusieurs éléments confirment que la Russie envisageait bien une intervention d'envergure. Les services de renseignement américains, britanniques et français avaient tiré la sonnette d'alarme bien avant l'invasion de février 2022. Dès l'automne 2021, des satellites détectent d'importants mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne avec un dispositif logistique suggérant autre chose qu'un simple exercice militaire. À Washington, la CIA partage avec ses alliés un scénario plausible d'assaut sur Kiev, de parachutage de forces spéciales et de prise rapide du pouvoir. Cette transparence inhabituelle, où des données sensibles sont publiquement dévoilées en amont, visait autant à préparer l'opinion qu'à dissuader Moscou. Au-delà des signaux militaires, la stratégie russe semblait s'ancrer dans un récit idéologique cohérent. Depuis des années, Vladimir Poutine développe une vision selon laquelle l'Ukraine n'est pas une nation souveraine légitime, mais une partie intégrante du monde russe. Dans son essai de juillet 2021, largement diffusé au Kremlin, il affirme que Russes et Ukrainiens forment un seul peuple et que l'indépendance ukrainienne est une conséquence artificielle de la désintégration soviétique encouragée par l'Occident. Ces éléments indiquent que le projet d'une Ukraine inféodée, voire absorbée, n'est pas une improvisation, mais une ambition profondément enracinée dans l'idéologie du régime. Certains experts évoquent l'hypothèse d'un plan d'invasion totale, ou du moins d'un renversement de l'État ukrainien prévu de longue date. L'ampleur de l'offensive de février 2022, déployée simultanément sur plusieurs fronts, tend à confirmer que la Russie envisageait une campagne éclair, comparable à l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie en 1968. Si ce plan a échoué, c'est non seulement à cause de la résistance ukrainienne, mais aussi parce que le Kremlin avait mal évalué les capacités de son armée, la cohésion du pouvoir à Kiev et la réaction occidentale. En effet, le rôle des alliances occidentales a été déterminant. L'OTAN, bien que non directement impliquée militairement sur le territoire ukrainien, a fourni un soutien logistique et stratégique essentiel. Le renforcement du flanc et de l'alliance, avec le déploiement de troupes en Pologne, dans les pays baltes et en Roumanie, a empêché toute extension du conflit. De plus, l'Union européenne, longtemps critiquée pour sa mollesse géopolitique, a montré une solidarité exceptionnelle. Adoption rapide de sanctions, livraison d'armes, accueil massif des réfugiés et soutien économique sans précédent à l'Ukraine. Cette réponse collective a probablement brisé l'un des paris initiaux de Moscou, celui d'une division des Occidentaux. Poutine, qui avait souvent profité des fractures internes européennes ou du désengagement américain,
a dû revoir ses calculs. L'unité retrouvée de l'OTAN et la perspective d'un élargissement vers la Finlande et la Suède, pourtant historiquement neutres, montrent que l'invasion ukrainienne a renforcé la cohésion de l'Occident plus qu'elle ne l'a affaiblie. Ainsi, si l'idée d'une invasion totale pouvait initialement paraître démesurée, voire irréaliste, les faits montrent qu'elle faisait bel et bien partie d'un projet stratégique nourri par l'idéologie et par une lecture offensive des rapports de force. Le rêve de Poutine, selon Trump, n'était pas une simple hallucination de dictateur, mais une vision politique structurée, freinée non par la retenue, mais par la résistance ukrainienne et la réactivité occidentale. Stratégie politique ou vérité historique? Donald Trump, à travers ses déclarations et actions, a toujours su occuper une position particulière sur la scène internationale et nationale, où la frontière entre la stratégie politique et la vérité historique semble souvent floue. Sa récente déclaration, qui évoque sa vision de la pacification mondiale et de la nécessité de jouer un rôle de médiateur dans les conflits internationaux, suscite à la fois admiration et scepticisme. Faut-il voir en lui un homme d'État visionnaire et pragmatique, ou un populiste cherchant avant tout à asseoir sa position de leader sur la scène internationale, au détriment de la vérité historique et des réalités géopolitiques complexes? Dans cette conclusion, nous examinerons comment cette déclaration s'intègre dans la stratégie politique de Trump, en analysant les réactions internationales à ses propos, la manière dont ces derniers s'inscrivent dans sa stratégie médiatique et politique, ainsi que les enjeux à venir pour la guerre, la Russie et la campagne américaine. Trump, pacificateur ou stratège calculateur? Il est essentiel de se demander si, avec cette déclaration, Donald Trump cherche réellement à se positionner comme un pacificateur, comme il l'affirme, ou s'il n'est pas simplement en train de manipuler les perceptions publiques dans une optique de conquête du pouvoir. Trump a, à maintes reprises, utilisé des déclarations percutantes pour capter l'attention, non seulement sur le plan national, mais aussi à l'international. Le contraste entre son image de businessman impitoyable et son discours sur la paix peut prêter à confusion, mais c'est précisément ce mélange de contradictions qui fait sa force politique. Il n'est pas nouveau que Trump se présente comme l'homme capable de résoudre des conflits mondiaux en un clin d'œil. Lors de son mandat, il a vanté sa capacité à négocier des accords internationaux avec une certaine dose de diplomatie non conventionnelle, en se positionnant comme un leader capable de dialoguer avec des régimes autoritaires tout en exhibant sa fermeté avec ses alliés traditionnels. La déclaration sur son rôle de pacificateur s'inscrit donc dans cette logique. Trump se place en homme capable de ramener l'ordre au monde, une position qui résonne particulièrement dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine, les tensions croissantes en Asie et l'incertitude des alliances mondiales. Réaction internationale à sa phrase. Les réactions internationales à la déclaration de Trump ont été aussi diverses que nuancées. Certains analystes et responsables étrangers ont salué son discours, y voyant une rupture avec la diplomatie traditionnelle, une manière de chercher à apaiser les tensions mondiales tout en s'affirmant comme un médiateur global. D'autres, au contraire, ont exprimé leurs doutes. Pour les critiques, l'idée qu'un homme avec un tel passé de tensions diplomatiques puisse se poser en pacificateur paraît incohérente et risquée. L'attaque systématique de Trump contre les institutions internationales et sa politique de America First ne laisse guère penser qu'il soit un véritable défenseur de la paix mondiale. Les alliés traditionnels des États-Unis, particulièrement en Europe, restent méfiants face à cette posture. Beaucoup ont rappelé les ruptures diplomatiques opérées sous son administration, qui ont eu des conséquences dramatiques, notamment sur l'OTAN et sur les relations avec l'Union européenne. Par ailleurs, certains pays d'Asie et du Moyen-Orient, qui ont vu Trump adopter une approche plus personnelle et moins prévisible, s'interrogent également sur la sincérité de ses intentions. Enfin, la réaction de la Russie mérite d'être mentionnée.
Moscou, qui a toujours observé avec une attention particulière la politique étrangère de Trump, pourrait percevoir cette déclaration comme une nouvelle tentative de jouer sur les contradictions internes des politiques américaines. À l'heure où les relations entre les États-Unis et la Russie sont tendues en raison du conflit en Ukraine, un rôle de médiateur pourrait potentiellement faire de Trump un interlocuteur privilégié pour certains, mais également l'ennemi pour d'autres. L'incertitude concernant les intentions réelles de l'ex-président amplifie la volatilité des relations internationales. La stratégie médiatique et politique de Trump. La déclaration de Trump s'inscrit dans une stratégie médiatique bien rodée qui consiste à générer un maximum d'attention à travers des discours polémiques et provoquants. Ce type de communication, qui joue sur les émotions et les perceptions plutôt que sur des faits clairs et vérifiables, lui permet de rester constamment au centre des débats. Dans un monde de plus en plus saturé d'informations, Trump a compris l'importance de capter l'attention et de manipuler l'opinion publique à travers des déclarations choquantes qui alimentent les médias et les réseaux sociaux. Loin d'être un simple exutoire idéologique, cette approche est une stratégie politique. Trump sait pertinemment que les médias ont tendance à relayer ses propos, ce qui lui donne un pouvoir indéniable sur le discours public. En s'affichant comme un homme capable d'influer positivement sur la politique mondiale, il renforce son image de leader fort et déterminé, tout en distillant des éléments qui séduisent son électorat. Ce phénomène est amplifié par son utilisation incessante des réseaux sociaux, où il s'adresse directement à ses partisans, évitant ainsi le filtre traditionnel des médias. Dans le contexte actuel de campagne présidentielle, cette stratégie de communication est particulièrement pertinente. L'ancien président sait que pour regagner le pouvoir, il doit non seulement mobiliser sa base électorale, mais aussi déstabiliser ses adversaires, en particulier au sein du Parti démocrate. En se présentant comme un pacificateur mondial tout en critiquant ses adversaires sur la scène intérieure, Trump redéfinit les contours de l'arène politique américaine et internationale. Les enjeux à venir: guerre, Russie et campagne américaine. Les enjeux politiques, géopolitiques et électoraux qui découlent de la déclaration de Trump sont multiples. Sur le plan international, le rôle des États-Unis dans les conflits mondiaux, en particulier la guerre en Ukraine, restera un sujet central. Trump pourrait bien profiter de l'impopularité croissante de l'engagement américain en Ukraine pour se positionner comme une alternative pacifiste, exploitant le désir de nombreux électeurs de mettre fin aux guerres interminables. Cependant, ces déclarations devront être étayées par des actions concrètes, ce qui reste incertain, surtout si Trump est confronté à des crises imprévues. Concernant la Russie, la question de savoir si Trump réussira à rétablir des relations plus apaisées avec Moscou demeure cruciale. Si sa volonté d'apaiser les tensions est perçue positivement par certains, d'autres pourraient en le voir comme une tentative de rapprochement qui pourrait déstabiliser l'ordre mondial. Le futur de la diplomatie américaine sous un éventuel second mandat de Trump dépendra largement de sa capacité à équilibrer son rôle de leader international et son engagement envers ses partisans nationalistes. La campagne présidentielle américaine sera façonnée par la manière dont Trump continue à manipuler les perceptions. Ses déclarations et sa capacité à jouer sur les divisions internes du pays seront déterminantes pour son succès politique. Le monde observe, et ses rivaux démocrates ne manqueront pas de l'accuser de fausses promesses ou de manipulations dangereuses. Cette déclaration de Trump ne peut être réduite à une simple volonté de se poser en pacificateur. Elle fait partie intégrante de sa stratégie politique globale, où chaque mot, chaque geste, est un outil pour manipuler l'opinion publique et se repositionner sur la scène mondiale. Que cette stratégie repose sur des vérités historiques ou sur des calculs politiques, une chose est certaine. Trump reste un acteur incontournable. Incontournable dans le jeu monde Dieu,